the rain and the truncheon thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. Dis-le. Si je peux quand même. Non mais Tu n'es pas un pays conquis ici! S'il vous plaît. Oui. Oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission des sorties ciné de la semaine. Bah quoi fait, bon. N'importe quoi. Bon. Enfin bon, donc mercredi, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Le micro marche, tout marche. Tout marche du premier coup, c'est assez exceptionnel. D'habitude, il y a toujours un truc qui marche pas, la caméra qui se fige. Là, nickel. C'est ça, voilà, bon, très bien. Bonjour Master, j'espère que tu vas bien. Bon, donc les sorties ciné de la semaine de ce 10 septembre, journée de manifestation qui a l'air d'avoir été plutôt bien suivie, hein, donc c'est bien, ça fait plaisir. Tuc. Alors attendez, faut que je fasse ça, Tac. Enfin voilà, donc nous, on est là pour le cinéma. Et on commence tout de suite avec la première sortie de la semaine, Conjuring, l'heure du jugement, la fin est proche. J'ai envie de dire enfin. Est-ce que le film a une interdiction? Il y a des chances. Le film est interdit au moins de 12 ans, à peu près comme tous les Conjuring, je pense. Et donc, la bande-annonce, c'est maintenant. Le diable est arrivé en Pennsylvanie. Jack et Janet Smurl prétendent qu'une présence diabolique s'est introduite dans leur maison. 8 personnes vivent dans cette maison.
8 personnes ont assisté à tout ça. 8 personnes ne peuvent pas toutes être cinglées. Donc, ça a commencé quand? À la confirmation des heures. Le 7 septembre. Il y a une présence dans le grenier. Hyde, il y a un démon ici. Quelque chose que j'ai déjà ressenti. Cette chose, dans votre maison, c'est un démon. C'est le premier qu'on ait jamais rencontré. Nous étions jeunes et nous avons eu peur. On a renoncé. Et après toutes ces années, il n'en avait pas fini avec nous. Saint-Michel, défendez-nous. Soyez notre protecteur contre le diable. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, et par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas comment te protéger cette fois. Monsieur Polymath, bonjour, j'espère que tu vas bien. Attention, hein, toujours inspiré d'une histoire vraie, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Une franchise qui rapporte, lancée en 2013 par le réalisateur James Wan avec Conjuring, les dossiers Warren. Ah ouais, je croyais que les débuts, c'était plutôt que ça. Mais écoute, ça va bien. Plutôt belle journée. Bon, on a eu de la flotte sur la fin de journée, mais bon, ça va. Pour une journée de vacances, c'était bien. J'ai pu bosser dans mon jardin, c'était cool. La franchise compte désormais 10 longs métrages. Ah ouais, quand même. Donc on est en 2025, 2013, 12 ans. Ça fait quasiment un par an. C'est bien ça. Les 4 films de la saga principale et plusieurs spin-offs centrés sur des entités démoniaques. Annabelle avec 3 films, La Nonne avec 2 films et La Malédiction de la Dame Blanche. Ah, c'est vrai que ça fait partie de cette licence-là. Au total, la saga a pour le moment rapporté 2,4 milliards de dollars. C'est pas mal, c'est pas mal. De recettes au box-office international. Le long métrage qui a le mieux marché est Conjuring 2 avec 321 millions de dollars. Habitué et nouveau venu, le film se déroulera après 1981 et verra le retour des époux Warren. Toujours incarnés par Vera Farmiga et Patrick Wilson, c'est mieux. Pour une ultime enquête, ils sont accompagnés de Mia Tomlinson, qui interprète leur fille Judy, et de Ben Hardy dans le rôle du petit ami de cette dernière. Le reste du casting est encore tenu secret. On en a vu quelques-uns dans la bande-annonce. Bon, secret, faut pas trop exagérer. Clap de fin. À la fin du tournage, le 22 novembre 2024, Vera Farmiga a partagé sur son compte Instagram une photo d'elle et de Patrick Wilson en tenue de mariée, accompagnée du message suivant. Il y a environ 5000 jours, ce type et moi avons signé un contrat avec Warner Bros. Et dit oui à l'incarnation d'Ed et Lorraine Warren. Aujourd'hui, il se termine. J'ai encore 12 heures de rire et de folie avec lui, puis brusquement, il quittera le plateau, enlèvera sa tenue de démonologue, trempé de sueur, enlèvera ses cicatrices, affichera son sourire éblouissant et dira adieu à notre faux mariage. Oui, j'ai eu ces sentiments aujourd'hui. C'était un mariage parfait. P-Wills, je sais pas ce que ça veut dire. Une sacrée époque, à nous 12 ans de mariage, je te chéris. C'est con qu'il l'ait pas demandé en mariage. Enfin, un post qui confirme que ce 4e volet sera bien le dernier porté par ce casting. Par ce casting, mais pas forcément le dernier. Et d'ailleurs, c'est un post sans le...
Un habitué aux commandes, The Conjuring, lors du jugement, est mis en scène par Michael Chavez, déjà aux commandes de La Malédiction de la Dame Blanche, Conjuring 3 et La Nonne 2. Une phase 2 pour l'univers Conjuring. Voilà, on y arrive. Lors d'un entretien avec The Hollywood Reporter, Richard Brenner, PDG de New Line, a évoqué le prochain film ainsi qu'une phase 2. On peut pas essayer de passer à d'autres choses, de renouveler, de... Voilà, on voit avec le Marvel Comic Universe, là, ils en sont à la phase je sais plus combien. Bon, bah ça se casse la gueule. Bon, à un moment, arrêtez, passez à d'autres choses, faites une nouvelle phase 1. Enfin, pas une nouvelle phase 1 de Conjuring, s'il vous plaît. Une nouvelle phase 1 d'une nouvelle licence. Le film obtient des résultats exceptionnels lors des projections tests et nous n'en sommes qu'au Director's Cut, c'est-à-dire la période de 10 semaines du film, où normalement on est très inquiet de son état d'avancement. Nous en sommes encore aux premières étapes du processus avec des effets visuels très préliminaires, mais c'est déjà un énorme succès. Donc, bien que ce soit le dernier film de ce que nous appelons la phase 1, nous espérons pouvoir en faire d'autres. Le PDG ajoute ensuite, en ce qui concerne la suite de la franchise, que la phase 2 est encore à déterminer. On ignore donc quel est l'avenir de la série horrifique, mais l'heure du jugement ne devrait pas être le dernier film de l'univers connecté. Voilà, ou au pire, ils font que des spin-offs. Peut-être pas le plus... voilà. Affaire Smurl. Le Conjuring, lors du jugement, s'inspire de faits réels, notamment l'affaire Smurl, un cas paranormal médiatisé dans les années 80. Il devait s'ennuyer dans les années 80. Le réalisateur, pourtant, c'est une belle époque, il me semble, hein, mais... Le réalisateur explique que l'affaire Smurl concerne des phénomènes paranormaux observés à West Pittston, en Pennsylvanie, qui se sont produits du milieu des années 80 jusqu'aux années 90. Les Warren s'en sont occupés. Les Smurl vivaient dans une maison divisée en 2 logements et les parents de l'un des 2 habitaient juste à côté, si bien que 3 générations vivaient sous le même toit. Les phénomènes surnaturels ont commencé à se faire sentir le jour de la confirmation de leur fille. Une lampe leur est tombée dessus. Est-ce que le bâtiment n'était pas vétuste? Incident en apparence anodin, mais au fil des années, les phénomènes ont pris une ampleur telle qu'il n'était plus possible de les balayer d'un revers de la main. Mais on ne dit pas ce que c'est. Alors que les Smurls étaient témoins de ces apparitions et que leur fille menaçait d'exploser, pour arrêter les champignons, les Warren étaient pratiquement à la retraite, à l'abri hors jeu. Mais on comprend vite que Judy est elle aussi touchée par ces phénomènes et que l'inéluctable menace de les emporter. C'est un point de départ saisissant, nos héros ont raccroché, mais une inquiétude sourde persiste. Des effets spéciaux principalement pratiques, bien que le numérique ait été utilisé dans le film. La majorité des scènes de possession, de déformation corporelle ont été réalisées via des prothèses et contorsions réelles. Michael Chavez voulait ainsi que le public ressente la douleur physique des personnages. La mode des années 80, le chef costumier Graham Churchyard a assuré la transition des années 70 vers les années 80 en préservant l'esprit de la saga. Le goût de Lorraine pour les motifs a été pleinement assumé, gardant en tête la palette sobre et naturelle de l'univers Conjuring. Churchyard a veillé à ce que l'extravagance propre à la mode des années 80 reste maîtrisée. Le costumier a utilisé des tissus, des imprimés, des coupes caractéristiques de l'époque, mais il en a atténué les couleurs pour rester fidèle à l'identité visuelle de la saga. La maison hantée 1991. L'affaire Smurl avait déjà été portée à l'écran dans un téléfilm de 1991, La maison hantée de Robert Mandel. Lieu de tournage de Conjuring, l'heure du jugement a été tourné principalement dans les studios de Bovingdon au Royaume-Uni ainsi que dans divers lieux du Hertfordshire. Une maison ancienne a été choisie pour représenter celle des Warren, recréant ainsi un Connecticut fictif des années 70-80. Éclairage fonctionnel intégré au décor. C'est mieux. Parce que si tu as un éclairage que tu veux qui s'éteigne en tombant, si tu appuies sur le bouton qui ne s'allume pas, c'est gênant. Pour la scène, c'est gênant. Le directeur de la photographie, Eli Bourne et Michael Chavez ont privilégié le recours aux éclairages fonctionnels intégrés au décor. Ainsi, lorsqu'une panne d'électricité plonge la maison des Smurls dans l'obscurité, un climat de tension s'installe, renforcé par l'usage des lampes de poche et des lampes de chantier, ainsi que par les raies de lumière des réverbères qui filtrent par les fenêtres, les portes, ou encore les éclairs d'un orage.
À cet instant, le petit manège joué accroît la tension en projetant d'inquiétantes silhouettes sur les visages des personnages pour plonger le spectateur au cœur de cette séquence jouant sur l'ombre et le clair-obscur. Les comédiens ont été filmés en très gros plan à la Steadicam et à l'épaule. Je crois qu'on avait cherché déjà ce que c'était une Steadicam, mais je ne m'en rappelle plus. C'est CTRL-K, je crois, oui. Steadicam est un système stabilisateur de prise de vue portatif. Ok. Ah ouais, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Ça, n'empêche, c'est un sacré bordel. Parce que en plus du poids de la caméra, t'as le poids du bidule là, et en plus, faut que tu te déportes du coup en arrière pour rester stable. Là, les opérateurs, merci. Hein. Allez, on passe au film suivant qui signe aussi normalement la fin d'une saga historique. Alors Conjuring, autant pas grand chose à faire, autant Downton Abbey, entre la série et les films, c'est vrai que ça a été quand même quelque chose qui a traversé les âges et qui a su s'adapter, et vraiment chapeau pour ça. Et donc normalement, à moins qu'il fasse aussi une phase 2, on est à la fin. Downton Abbey 3, le grand final, la bande-annonce, c'est maintenant. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to 1930. My God, what a melody. He will be a sensation. Voilà, je suis impressionné à chaque fois par la taille du château. Ces châteaux anglais, l'aristocratie anglaise, ils avaient quand même monté des trucs. Wow. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Genèse, à la fin du second volet, les membres de la famille pleurent la mort de la comtesse douairière Violette, incarnée par Maggie Smith, décédée elle aussi 2 ans plus tard. Cependant, les producteurs n'ont pas souhaité que cela soit pour autant un adieu au clan familial. Ils ont donc voulu faire, alors là, entre les fautes et les miennes, ils ont donc voulu faire un ultime film pour montrer à quel point ils se sont adaptés à l'époque moderne tout en traversant les guerres. Et de 3, c'est Imelda Staunton qui l'interprète de Maud dans les 2 premiers volets, qui a dévoilé à la presse en mars 2024 qu'un 3e opus était en préparation avec les personnages principaux. So British, le tournage a débuté le 13 mai 2024 et s'est terminé en août 2024 au Royaume-Uni, notamment dans le Yorkshire du Nord, ainsi que dans l'ouest de Londres. Hip hip, hippodrome. Oh les jeux de mots. Les scènes filmées à l'hippodrome ont été un peu complexes pour l'équipe puisque le tournage a eu lieu à l'été 2024 en pleine saison des courses au Royaume-Uni. À l'origine, c'est l'hippodrome d'Ascot qui a été envisagé pour son prestige, mais il était indisponible pendant 10 jours, calendrier hippique oblige. Ainsi, ils se sont tournés vers Ripon Races dans le Yorkshire du Nord, dont l'architecture rappelle celle d'Ascot. L'enceinte royale a été préfabriquée en studio et a été assemblée sur place. Et ben voyons. Enfin, cette séquence a nécessité 11 caméras pour seulement 2 prises, puisque Simon Curtis a fait appel à de vrais jockeys et de vrais chevaux.
Bon, des vrais jockeys, effectivement, il aurait pu demander à des cascadeurs. Mais des faux chevaux, je vois pas très bien le concept. Quand même. Attendez, oubliez un truc. J'arrive. Hop. Excusez-moi. Alors, du réel dans la fiction. Le scénariste et producteur Julian Fellowes a découvert que la pièce Bittersweet de Noel Coward avait été montée à Londres en 1930. Il a donc décidé de faire figurer ce personnage dans le final de Downton Abbey et de le confronter au Crowley. Par ailleurs, Simon Curtis a envie de réaliser un biopic sur l'écrivain depuis 25 ans et est tellement fan de lui qu'une petite boîte à pilules ayant appartenu à Noel Coward qu'il avait offert à son père apparaît à l'écran. La perle rare. L'équipe a visité 40 manoirs possédant des cuisines d'origine pour s'inspirer de l'espace des domestiques, où il fait habituellement sombre et où les murs sont très épais. Inspiration, Downton Abbey le grand final comme les deux autres volets, sont inspirés des films d'époque produits par Merchant Ivory, une société fondée par Merchant Ismail, et le réalisateur James Ivory. Voilà, comme ça on a Merchant Ivory, c'est normal. En famille, Simon Curtis reprend du service pour réaliser ce dernier volet de Downton Abbey, après avoir déjà signé le second. En outre, il est le mari d'Elizabeth McGovern, l'inégalable Cora Crowley dans la série et dans les films. C'est elle, Cora, non, je sais plus. Downton Grid, le tournage de Downton Abbey, le grand final, s'est voulu être le plus éco-responsable possible selon le producteur Gareth Nim. Cela passe par l'utilisation de biocarburants pour alimenter le plateau, le recours aux véhicules électriques et au covoiturage pour transporter les acteurs et les techniciens, la mise en place d'une cantine plus éco-responsable et du recyclage des costumes. Ça semble vécu. Julian Fellowes, l'un des créateurs de la série Downton Abbey, et qui signe à nouveau le scénario de ce troisième film, connaît son sujet puisqu'il fait partie de l'aristocratie anglaise et siège à la Chambre des Lords, s'il vous plaît. Le bal des Lords, la scène du bal de Petersfield a été tournée à Clayton House en raison de son escalier, l'un des plus imposants d'Angleterre. Haute couture, la chef costumière Anna Robbins s'est inspirée de la mode des années 30 pour concevoir ses costumes. Si elle a rendu hommage à Madeleine Vionnet pour une tenue de Lady Mary, elle a particulièrement été en admiration devant les créations de Gabrielle Chanel à l'époque. D'ailleurs, elle s'est souvent rendue à une exposition au Victoria Albert Museum qui rendait hommage à la styliste pendant la préparation du film pour s'inspirer des coupes comme elle le dit. J'ai intégré plusieurs clins d'œil à Chanel dans ce film car Lady Mary et Lady Edith portaient sans aucun doute des tenues de haute couture signées. Siglées, oui siglées, ça marche. Effectivement. Bon, ça va être du grand spectacle, jusque-là, ça a toujours été bien fait, je vois pas pourquoi ça changerait. Donc voilà, un final. Allez, on change d'ambiance avec une place pour Pierrot, dont on regarde la bande-annonce. Oh, Pierrot. C'est super, hein. Mais tu vois, c'est la nuit, là. C'est l'heure de dormir. C'est les gars de l'entretien qui l'ont trouvé. Bonne nuit, mon Pierrot. Vous avez encore augmenté la médication de mon frère sans me prévenir. Madame Levent, qu'est-ce que vous faites? Mon frère ne restera pas un jour de plus ici. Et vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas... Si, vous voyez, je peux. Il paraît que t'as enlevé ton frère handicapé? Mon frère n'est pas handicapé, il est autiste. Comment on va faire? On n'a pas de chambre d'amis. Bon, et si je le prenais quelques heures par jour, je trouverais toujours quelque chose à lui faire en cuisine. Voilà, c'est bien. Camille, j'espère que tu réalises ce que tu vas devoir assumer si ça dure. Ça durera pas. Ok. Non, Pierrot. Il est resté tout nu tout l'après-midi. Ton zizi. Ah, je lui parle pas. Et toi, Camille, comment tu vas? Il est terminé, ton yaourt, putain! Maman! Elle est très énervée, ma sœur Camille. On n'est plus une famille. Je peux plus être avec ma sœur Camille et ma nièce Emma. Arrête! Tu parles que de lui, tu penses qu'à lui. J'en ai marre, maman.
Que tu t'occupes de lui, je trouve ça très bien. Il prend toute la place. Oh, t'es beau. Oui. Grégory Gadebois, cet acteur m'étonnera toujours. Vraiment, il confirme à chaque film qu'il sait tout faire. Et là, encore une fois, il a l'air tellement vrai dans le rôle que c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Naissance du projet. Une place pour Pierrot est née de la rencontre entre Hélène Médig et le producteur Christophe Rossignon. Après avoir collaboré sur un documentaire « On a 20 ans pour changer le monde » en 2018, le second a encouragé la première à revenir à la fiction en s'inspirant de son histoire personnelle avec son frère autiste. La cinéaste se rappelle, Christophe a insisté pour que j'y réfléchisse. Quelques semaines plus tard, je lui ai répondu « Ok, mais à la condition que je développe un sujet vraiment universel. Traiter les conséquences de la différence et combien ces expériences conditionnent notre identité. Qu'est-ce qu'être différent? Être différent, c'est éprouver des limites et chacun d'entre nous, au cours de son existence, est amené un jour à éprouver des limites, que ce soit personnellement en étant confronté à la maladie ou en accompagnant une personne fragile, dépressive ou une personne en fin de vie. C'est vraiment cet axe que j'ai posé, l'idée d'écrire une histoire avec cette dimension, créer un récit autour du lien, à travers le retour à la vie d'un homme différent. Le choix de Marie Gillin pour incarner Camille, qu'on voit de moins en moins au cinéma, je ne sais pas si elle a fait beaucoup de théâtre ou pas. Pour incarner Camille, Hélène Médig a choisi Marie Gillin, une actrice capable d'incarner à la fois force et fragilité, avec un équilibre entre masculin et féminin. Elle confie « J'avais besoin d'une actrice qui représente toutes les femmes. J'aime chez elle l'équilibre du masculin et du féminin qui se dégage naturellement. J'avais besoin d'une actrice forte et fragile à la beauté authentique. Elle a à la fois une forme d'épure et un ancrage puissant dans la réalité. Le personnage de Camille est en colère, dans le contrôle, coupé de sa féminité. C'est une Amazone au combat qui ne donne pas d'espace à sa nature profonde. Ce qu'elle traverse avec son frère et ses proches va l'inciter à se rencontrer à nouveau et peut-être déposer les armes. Deux lieux distincts, le film a été tourné principalement à Paris et sur la Côte d'Opale. La distinction entre ces lieux était essentielle pour signer l'opposition entre la densité urbaine de Paris et la liberté organique des paysages naturels, reflétant ainsi les temporalités singulières des personnages. Hélène Médig se rappelle « J'ai fait des choix très graphiques en filmant Paris et sa densité urbaine, sa pollution sonore, le rythme agressif parfois anxiogène d'une grande ville qui donne une sensation d'enfermement, une caméra sur pied en longue focale, en opposition au décor en bord de mer sur la Côte d'Opale, deux caméras à l'épaule, où la nature sauvage et ses éléments, la terre, la mer, le ciel, la puissance des marées, la force du vent apportent un souffle organique et libre. » Le choix de Grégory Gadebois. Pour incarner Pierrot, Hélène Médig a choisi Grégory Gadebois pour sa poésie et son jeu organique. Elle cherchait à éviter une représentation caricaturale de l'autisme et croyait qu'un acteur non autiste pouvait mieux transmettre l'évolution subtile de son personnage. La cinéaste ajoute « L'interprétation de Grégory est impressionnante car il est toujours dans l'économie d'un geste, d'un regard, sa présence irradie dans chaque situation. Il incarne ce qui n'est pas dit et nous délivre l'essentiel. Son écoute engage tout son corps. Grégory a très vite compris pourquoi je faisais le choix d'un acteur non autiste pour ce rôle, car seul un interprète permettait de faire évoluer subtilement le retour à la vie du personnage et de permettre un processus d'identification pour le spectateur. Au fond, Pierrot raconte chacun d'entre nous. » Et c'est marrant parce qu'on avait eu un film il y a... Bon, ça fait facile un an maintenant, un an et demi, où ça parlait de l'autisme aussi. Des gens qui étaient placés qui travaillaient en centre d'accompagnement. Et justement, là, ils avaient choisi de prendre des acteurs autistes parce qu'ils estimaient que ils estimaient l'inverse de ce qu'estime la réalisatrice ici. C'est intéressant comme chacun a son interprétation des choses, a sa vision des choses, et comment au final, alors là, je ne sais pas, j'ai pas vu le film, mais de ce qu'on voit de la bande-annonce, ça a l'air de marcher aussi. À préciser que je pense pas que ce soit n'importe quel acteur qui puisse faire ça. Grégory Gadebois est un acteur vraiment extraordinaire. Intégration des acteurs non professionnels. Fidèle à son expérience documentaire, Hélène Médig a tenu à impliquer des artistes autistes dans le tournage.
ainsi que le docteur Atuel qui joue son propre rôle. J'ai adoré inventer un dispositif de tournage qui permet aux artistes autistes de vraiment s'impliquer dans un travail d'interprétation, de les réunir autour d'une même histoire, de les intégrer à une équipe professionnelle et de mettre en valeur leurs talents magnifiques. Et quel talent! Les personnes autistes ont beaucoup à nous enseigner, elles sont toujours à l'endroit de leur vérité. Alors, ouais, c'est vrai que c'est marrant du coup d'avoir en deux chapitres des réflexions complètement différentes. La musique comme respiration. Philippe Kelly a composé la bande originale du film en évitant d'illustrer les séquences. La musique devait renforcer l'évolution du récit sans tomber dans le pathos, utilisant des expérimentations sonores comme la scie musicale pour représenter le monde intérieur de Pierrot. Hélène Médig explique, le film est très musical, il intègre dès le départ du scénario la chanson de Pierrot, qui ponctue le récit. J'ai fait le choix de Ce n'est rien de Julien Clerc, qui symbolise avec beaucoup de force l'impermanence, tout passe. J'ai beaucoup écouté Bach pendant l'écriture du film, j'ai imaginé dès le départ du scénario la création de 2 thèmes que l'on pourrait décliner, qui symboliseraient à la fois la quête et le chemin de mes personnages, la répétition et la promesse pour chacun d'eux d'être au monde. J'ai partagé ensuite avec Philippe Kelly plusieurs BO qui correspondaient à l'univers musical auquel j'aspirais, notamment celle du film Corsage, composé par Camille, et celle de la série Succession de Nicolas Britell. Voilà donc pour ce film. Allez, on passe au film suivant, Connemara, le nouveau film d'Alex Lutz, avec Mélanie Thierry, Alex Lutz bien sûr, puisqu'il joue dans ses films, Bastien Bouillon, il joue dans ce film-là non, je crois pas, hein. Il joue pas dans ce film-là, je crois pas. Non. Bastien Bouillon, Jacques Gamblin, Elliot Giraud, Bruno Sanchez, Alexandre Auvergne, Johanna Laurel, Elisa Beauchamp, pour une fois, il ne joue pas dans son film. Connemara, on regarde la bande-annonce. Prêt, feu, partez! C'est parti! Ça va? Ah oui, pourquoi? Avec Philippe? Ah non, ça va pas, non, avec Philippe. Puis de toute façon, le principal, c'est ton boulot. Je crois pas, non. Tout va bien, de ce côté-là. Ah non, ça va pas non plus de ce côté-là, tu vois. Fermez les yeux. Relaxez-vous. Concentrez-vous. Que voyez-vous, là, maintenant? Épinal, est-ce que vous êtes là? Être une adulte vient de s'effondrer. J'ai quitté cette ville pour devenir cette femme efficace et conséquente et au bord de ce resto franchisé, Christophe Marshall. Christophe? C'est quoi un mec comme moi? Bah, une star. Ah ouais, mais tu trouves que je ressemble à une star? Quand on est seul. Non. Papa. Non. Je vais me marier, Jenna, mon nom mariage. T'es amoureux? Mais non. Mais ta gueule, bien sûr, je suis amoureux. Félicitations. Bah ouais, merci, je sais pas, en fait, un truc... On se voit. On se fait du bien. C'est pas aussi simple. Attends, je te rappelle. Toi, t'as toujours vécu là? T'as jamais vu plus grand, parfois? Tu crois qu'un mec comme moi, ça rêve pas? Sauf que pour des gens comme vous... Mais c'est vrai que c'est pas facile de revivre ces choses-là à 40 berges. Tu peux pas me dire les choses? Bah parce que c'est toi qui pars. On est débutants. Oui! Pas très dégourdis. Ça! Oui! On trouve de la beauté n'importe où. C'est pas désagréable. Voilà donc pour cette bande-annonce. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur le film? Une adaptation d'un roman. Alex Lutz a été touché par la finesse sociologique et émotionnelle du roman Connemara de Nicolas Mathieu. Après avoir échoué à obtenir les droits de leurs enfants après eux du même auteur, il a sauté sur l'occasion en obtenant les droits en un seul rendez-vous avec l'écrivain. Le metteur en scène explique ce qui l'a intéressé dans cette œuvre. Son incroyable acuité, sa manière de décrire comment le grand corps social infuse la vie de ses personnages, dans leurs attitudes, leurs gestes. De plus, il part de la France, d'une certaine France, sans que ce soit un texte politique. Il trace une subtile cartographie sociologique, mais aussi sensorielle, des êtres sans une once de pédagogie de comptoir. J'aime que ces personnages soient systématiquement paradoxaux, sans certitude, et ils nous trimballent ainsi dans leur tête, leur sens, sans les justifier ni les juger.
Une tresse narrative complexe, Alex Lutz a conçu l'adaptation comme une tresse à 3 mèches entre la vie d'Hélène et celle de Christophe et leur liaison amoureuse. Il confie « J'ai dépouillé le roman comme un jeu de Mikado. Si je retire ça, est-ce que l'édifice se casse la gueule? C'était fastidieux, mais utile. Et puis, donc, j'ai lâché cette obsession de rester toujours avec mes 2 personnages. Il faut toujours choisir une énergie, une destinée, et ce fut celle d'Hélène. D'autant plus que le roman commence sur une phrase d'elle, la colère venait dès le matin. C'est avec elle que l'on entrait dans l'histoire, donc il fallait en sortir par la même porte, la sienne. C'est son mouvement qui compte dans son trajet de Paris à Épinal, dans son choix très volontaire d'une liaison et dans l'issue de l'histoire. La région Grand Est, tournée entre Nancy et Épinal, le film reste fidèle au décor du roman. Ce choix est renforcé par le fait que le producteur Emmanuel Georges est originaire de la région, tout comme Lutz. Cette proximité géographique devient un atout. Le budget modeste a aussi joué, pas de grandes scènes aériennes, mais une immersion dans les matières et ambiances locales, comme les pulls, les vestiaires, les doudounes, qui donnent une identité sensorielle très forte. Flashback. Alex Lutz ne voulait pas de reconstitution classique pour les scènes du passé. Inspiré par la mémoire réelle, il a choisi de les filmer comme des sursauts presque sensoriels, toujours du point de vue des personnages. On ne se remémore pas une boum dans sa continuité, mais par petits bouts flous. Avec sa chef opératrice Éponine Momenceau, qui travaillait sur Dipan, il a opté pour une... oui, non, mais alors toujours pas, hein, les cheap machin truc bidule, là. Vue modérateur, c'est là. Hop. Baigne. Au revoir. Les souvenirs arrivent par bride, un regard, un détail, souvent depuis le corps. C'est une vision très intime et physique du passé. Christophe Marshall selon Alex Lutz. Alex Lutz explique au sujet du personnage incarné par Bastien Bouillon: tout peut l'indiquer, et sans doute va-t-on me le dire, que c'est juste un loser sportif, mais en fait ce loser s'entend avec son ex-femme, s'occupe de son père du mieux qu'il peut en dépensant tout ce qu'il a d'économie pour lui offrir une fin de vie acceptable. Je me serais jamais permis de dire que c'est un loser sportif, mais... Et il prend soin de son fils. En plus, il vit une magnifique liaison, il n'est pas devenu un grand champion de hockey, et alors? Il a fait le choix d'un périmètre, et dans ce monde-là, il assure. Cannes 2025, bah voilà, hein, comme ces autres films, le festival accueillit son film. Le Perrosnage d'Hélène. Relisez-vous, Allociné, quand même. Hélène, interprétée par Mélanie Thierry, est un personnage de contraste puissant, à la fois dur et vulnérable, tendu et capable d'abandon, intellectuel et charnel. Issue d'un milieu modeste, elle s'est forgée d'une carapace à force de volonté, d'études, de rage sourde, poussée par une sorte de honte sociale et un désir profond de s'extraire de son origine. Voilà, résume bien. Je ne la voulais pas mystérieuse, mais volontiers cassante, car dans le personnage d'Hélène, il y a de la colère, de l'agacement, de l'épuisement face à la charge mentale, les gosses et le boulot. Côté photographie, la photographie signée Éponine Momenceau, s'il vous plaît. Éponine, ah ouais, offre une esthétique sensorielle et physique centrée sur les corps, les matières et la mémoire. Refusant les plans larges et les vues de cartes postales, elle a choisi de filmer les lieux à hauteur humaine, souvent en plan rapproché avec une grande attention portée aux textures, pulls, peau, cheveux, éclairage doux. Par ailleurs, les flashbacks sont traités comme des souvenirs, fragmentés, certes, mais des flashbacks sont effectivement des souvenirs. Flou, morcelé, presque vu à travers une buée, et ce parti pris visuel, combiné à une lumière naturelle et une profondeur de champ réduite, a pour but de créer une image chaleureuse mais mélancolique, parfaitement en phase avec le propos du film. Les traces laissées par le temps, les regrets, les corps qui parlent. Et ça marche pas. Ça marche pas. Et ça marche pas non plus. Moi, à mon avis, enfin, je connais pas le roman de base, mais il a trop dépouillé le roman, comme il dit. Et on s'attache que au personnage d'Hélène, alors qui est certes intéressant, mais du coup, pour moi, il y a un profond déséquilibre entre les personnages. On est trop centré sur un seul personnage, et du coup, les autres, sans disparaître complètement, mais paraissent un peu mièvres, un peu, voilà, sans volonté, sans rien.
Alors que comme il le dit, c'est là que je trouve ça assez paradoxal. Comme il le dit, le personnage de Bastien Bouillon qu'on voit sur l'affiche est pas un loser et pas quelqu'un auquel il faut pas s'intéresser, au contraire. C'est un humain comme tout le monde qui vit sa vie du mieux possible, qui a des relations, enfin voilà. Et du coup, on s'intéresse pas au passé de ce personnage, sauf au travers du prisme d'Hélène. Voilà. Bon, moi je me suis embêté. On connaît pas mal de collègues qui se sont embêtés aussi dessus. Désolé, monsieur Alex Lutz, mais par rapport au précédent film, on est clairement pas au niveau. On aurait, je pense, pu faire beaucoup. Allez, on passe au film suivant, Sirat, dont on regarde la bande-annonce, le film qui a électrisé le Festival de Cannes, carrément. Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí. ¿Vosotros vais a ir? ¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga! Este coche no va a pasar. Pues vamos a seguir igual. ¿Dónde es la fiesta? En el sur, cerca de Mauritania. Afak, a una. Aquí solo hay polvo. Rien que de voir sur la fin, là, cette terre battue, ce soleil et tout, ça me donne chaud. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film Cannes 2025, Sirat a connu de nombreuses récompenses suite à sa présentation au Festival de Cannes. Il est notamment reparti de la croisade avec le prix du jury, obtenu ex aequo avec Sound of Falling de la réalisatrice Masha Chilinsky, le prix Cannes Soundtrack et le grand prix de la Palme d'Og. En outre, il a également obtenu une mention spéciale des cinémas Arrêt et Essai. Double signification, le titre du film est à comprendre de deux manières. D'un côté, il peut se traduire par chemin ou voie en arabe. Dans le film, ce chemin a deux dimensions physiques et spirituelles. D'un autre, le terme désigne également le pont qui relie symboliquement l'enfer et le paradis. C'est beau. Vie et mort pour Sirat, Olivier Lacks s'est notamment inspiré de la manière dont le réalisateur iranien Abbas Kiarostami a abordé la question de la mort dans Le goût de la cerise. Très très beau film, Le goût de la cerise. Si vous n'avez pas vu, il vaut vraiment le coup. C'est... Attendez. 97 ! Ah ouais, quand même. Une approche qui finissait par être paradoxalement une ode à la vie. Cette dialectique a été la sienne sur Sirat, qui peut à la fois être vue comme un film sur la mort, mais également comme une œuvre sur la vie. Au-delà de ses limites, la réalisation de Sirat s'est révélée être un voyage extrême pour Olivier Lacks. Plus que les conditions de tournage en plein désert, ce qui a finalement été le plus compliqué pour le réalisateur a été la mise en relation avec sa propre fêlure à laquelle il a dû se confronter. En état de grâce, à l'exception de Sergi Lopez, le cinéaste a surtout dirigé ici des comédiens non professionnels, ce qu'il a particulièrement apprécié puisqu'il correspondait parfaitement à l'état de vulnérabilité qu'ils avaient en tête pour ces différents personnages. Des émotions qui, d'après lui, sont difficiles à obtenir lorsqu'on dirige un acteur chevronné. Par contre, je suis curieux de savoir ce phénomène-là des fêtes. Est-ce que c'est réel ou pas? Ou c'était pour les besoins du film? Un habitué de la Croisette, tous les films précédents d'Olivier Lacks ont été distingués au Festival de Cannes. Son premier long métrage, Vous êtes tous des capitaines,
Non, je ne connais pas. A reçu le prix Fipresci à la quinzaine des cinéastes en 2010. Son film suivant, Mimosa. Attendez, faut que je regarde les affiches. Ça se trouve que les affiches. Ah bah là, oui, non. Ça va pas venir grand chose. Ah si, Mimosa. Oh, il était beau celui-là. A reçu le Grand Prix de la Semaine de la Critique en 2016. Et enfin, son troisième long métrage, Viendra le feu. Non, celui-là, je ne l'ai pas vu par contre. A été couronné du prix du jury Un certain regard en 2019. Tournage marocain, le film a été tourné au Maroc, plus précisément dans le massif désertique du Sagro, à l'est d'Ouarzazate. Soutien de taille, parmi les différents producteurs du film, il y a notamment Pedro Almodovar et son frère Augustin, avec leur société de production El Deseo. Un tournant. Sierra est le premier film d'Olivier Lac sur lequel parie une chaîne espagnole, en l'occurrence Movistar Plus. Un soutien de taille qui a très tôt saisi ce que le réalisateur souhaitait faire. Fidélité, une fois n'est pas coutume, Olivier Lac a travaillé avec ses fidèles collaborateurs, parmi lesquels son co-scénariste Santiago Filol, son directeur de la photographie Mauro Herce, sa costumière Nadia Assimi ou encore ses producteurs Xavier Fonte, Mani Mortavazzi et Andrea Keralt. On ne saura pas si c'est une... Le rôle de la musique, Sirat marque la collaboration d'Olivier Lac avec David Letellier, alias Kang Ding Ray, qui signe la musique. Une collaboration qui a été importante pour le cinéaste, qui ne s'était jamais exprimé musicalement avec une telle précision. Son idée de départ était de faire un voyage sonore, en partant d'une techno brute et viscérale pour aller progressivement vers quelque chose de plus épuré et immatériel, comme si le son venait se désagréger. Dualité, Olivier Lac voit Sirat comme son film le plus ouvert, mais également comme le plus radical. Au moment de la préparation, il souhaitait que ce soit un grand spectacle tout en étant une véritable expérience, venant érafler intimement le public au cours de la projection. Ombre et lumière, avec Sirat, Olivier Lac a souhaité évoquer le goût du crépuscule de manière assez originale. En effet, dans le film, le crépuscule peut également être source de lumière. Les protagonistes sont amenés à regarder à l'intérieur d'eux-mêmes pour faire un travail d'introspection. L'une des idées principales du cinéaste était que de l'obscurité pouvait jaillir un flot de lumière. On ne saura pas si c'est un phénomène réel, là, le coup des fêtes. Cœur des montagnes, il y aura un groupe de rêveurs. Oui, bah oui, parce que bon, des rêves, on sait qu'il y en a partout, mais est-ce qu'il y en a plus au Sahara qu'ailleurs? Parce que finalement, c'est vrai que ça pourrait être pas bête. Dans le Sahara, je pense que tu es plutôt tranquille, quoi. Après, c'est peut-être pas le plus accessible non plus, on va pas se mentir. Allez, on passe au film suivant. Allô. Libre-échange, dont on regarde la bande-annonce. I'm gonna get divorced. Please don't say that. I'm unfaithful. I've been unfaithful. Just one time? 2? Please don't make me count 3. Carrie! You okay? No. You have any water? I don't want to get a divorce. No one does. She does. Divorce isn't that big a deal. I read a book. It was an article. Whatever. We're open. You just fucking with me right now? We are not monogamous. By the way, Julie and I had sex last night. Together. Are you fucking kidding me? No, I'm not fucking kidding you. I slept with someone too. Oh, you did? Yeah, and it was good, so it's all good. Oh, it was good? We don't even have to talk about it. You guys are so inspiring. I hope I'm this mature when I'm your age. We're not that old. Go to bed. Okay, is it something specific? Because I've been working out. I don't want to have sex with you either, Ashley. Okay, I just want my wife back. God, why does everything have to be so complicated? I'm not that bad looking. I'm telling you, this kind of shit happens all the time here. We can clap. Thank you. Let's clap.
This is normal, right? People go through stuff like this in the first year of marriage. No. What are you guys doing? Voilà! Pourquoi? Parce que ça a l'air d'être un sacré joli bordel là-dedans, dans ces familles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Qu'il a été présenté à Cannes Première au Festival de Cannes 2025. Acteurs complets, Michelangelo Covino et Ken Marvin ont fait eux-mêmes leur propre cascade dans le film. Les deux acteurs se sont particulièrement impliqués dans la scène de dispute entre leurs deux personnages qui constituent l'un des temps forts de libre-échange. En outre, tous deux sont également les scénaristes du film. Ça va, faites tout tant qu'à faire. Des maîtres du 7e art pour libre-échange, Michelangelo Covino et Ken Marvin se sont beaucoup inspirés de cinéastes qui avaient revisité le burlesque dans leur cinéma, à savoir des réalisateurs comme Arthur Hiller, Blake Edwards, Ellen May, Mike Nichol, Charlie Chaplin ou encore Buster Keaton. Devant et derrière, Dakota Johnson et Adria Arjona ne sont pas uniquement actrices sur le film. En effet, la première l'a coproduit, tandis que la seconde occupe également la fonction de productrice exécutive. Un grain particulier, Libre-Échange a été tourné en 35 mm, un format assez rare pour les comédies américaines, et on en parle quand même assez souvent de choses tournées en... Alors oui, comédie peut-être, ouais. Mais films américains qui sont encore tournés en 35 mm, il y en a quand même encore pas mal. Ouais, c'est peut-être pas, effectivement, c'est peut-être pas que de la comédie. Et qui rappelle le genre du slapstick dans les films muets qui ont une influence notable sur Michelangelo Covino. En vie commune, convaincre une actrice à la carrière internationale comme Dakota Johnson n'a pas été une chose trop compliquée pour Michelangelo Covino et Ken Marvin. Il voulait travailler avec elle depuis longtemps, il se trouve que la comédienne le désirait également. Une fois le scénario prêt, les deux amis lui ont présenté la version finale et l'actrice a tout de suite accepté de faire partie du projet. La belle province. Pour des raisons économiques, le film n'a pas été tourné aux États-Unis mais au Québec. Plusieurs acteurs canadiens figurent d'ailleurs au casting, comme Charles Gillespie et Naima Ricci. Alors le premier a tourné The Rest of Us et le deuxième Antigone. La deuxième, je pense. Tournage express. Le tournage de Libre-Échange a été assez court, puisqu'il n'a duré que 24 jours. Douce France. Libre-Échange permet à Michelangelo Covino et Ken Marvin d'exprimer une nouvelle fois leur francophilie. Après leur premier long métrage The Climb, oh, c'est eux qui avaient fait ça? Sérieux? Ah, il était génial ce film, il était hyper drôle. Qui avait été notamment tourné au col de Vence, dans les Alpes-Maritimes. Les deux hommes ont ramené un peu de France avec eux sur le tournage de Libre-Échange, en montrant à toute l'équipe des films de Bertrand Blier, comme Préparez vos mouchoirs, Buffet froid, Tenue de soirée et Les Valseuses. Que des grands classiques, bien entendu. Voilà donc pour Libre-Échange. Allez, on passe au film suivant, Toujours possible, dont on regarde la bande-annonce. C'est quoi ce cirque là-bas? Ton pot de départ? Non, je ne pars pas, Bernard. Tu me vires, tu te souviens? Allez, on salue nos dégrissements. On va quand même pas me dire qu'une toute petite dispute. Ah non, tu lui as pété le doigt. Qu'est-ce que tu fais encore? Pourquoi? T'es encore en train de dépenser ton argent à acheter des âneries. Qu'est-ce que t'as acheté là? Du sperme. Ah, Comment on fait pour enlever les piles, là? Tu es grand-mère. bah oui, mais t'es trop... Quoi? Vieille? Ça bouge, allez! C'est sûrement un disque déplacé. Maman a souvent ça. Pourquoi vous me parlez de votre mère? Je suis pas un vieillard. Nom, prénom. Pierre Klein. Sexe. Ça va. Ton délire là de faire le jeune. Léa! T'as pas besoin de ça, papa. Vous laissez sortir comme ça, vous? Oh bah, crise de milieu de vie. Hein. Enfin, il a pas une tuer avec sa voiture, quand même. Il a plein de qualités, vous savez. Ça se voit pas trop, là. Un bébé. Quoi? Vous avez jamais vu une femme enceinte? Elle peut avoir un bébé. Elle dit que c'est possible. Elle te plaît. Tu le vois. Je suis pas une savante femme, tu sais. Je suis juste une femme qui veut tenir son propre bébé dans ses bras, c'est tout. C'est trop tard pour toi, Gabi. Tu peux rien contre ton âge. Toi, t'as tellement la trouille de vieillir que t'as peur de tout ce que l'âge peut impliquer. Tu sais que c'est une grande spécialiste en PMU? PMA. PMA, c'est ça.
Pourquoi pas? Je sais pas, il y a un truc dans la bande, je sais pas. Je sais pas. Je ne saurais pas dire. Il y a un truc dans l'abondance qui me... Mais je sais pas me mettre le doigt dessus. C'est curieux. Mais à chaque fois que je la vois, cette bande-annonce, je me dis, ouais, pourquoi pas, mais... Bon alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? For Berlin to Paris, toujours possible, est l'adaptation du film allemand Miss 60 de Sigrid Oerner, sorti en 2014. Coucou, c'est moi. Le film marque les débuts au cinéma du célèbre animateur Christophe de Chavannes. S'il avait déjà tourné pour la télévision, notamment dans un épisode de la série Captain Marlowe de José Dayan en 2022, toujours possible marque ses premiers pas sur grand écran. Et de deux, il s'agit du deuxième long-métrage de Jacques Wanisch, 12 ans après son premier film, Victorium Pérez. Non, ça me dit rien. Péché mignon, sur le tournage du film, Amanda Lear mangeait très régulièrement de célèbres sucreries à très fort potentiel addictif, les fraises Sagada, des bonbons qu'elle a tout le temps avec elle, notamment lorsqu'elle joue au théâtre. Comeback, si elle a fait quelques apparitions dans Miss ou Vivre, Mourir, Renaître, Amanda Lear était plutôt rare dans le cinéma français, privilégiant la télévision ou les tournages en Italie, toujours possible, marque ainsi son grand retour dans l'Hexagone, dans un rôle d'envergure, à la vie comme à l'écran. Pour le rôle de la mère du personnage que joue Nadia Fares, Jacques Wanisch a fait appel à Amanda Lear, ça on l'aura compris quand même. Cette dernière n'a pas eu besoin de faire un important travail de composition, puisqu'elle représente aux yeux du réalisateur l'image de la femme contemporaine, anticonformiste et franche, qu'il imaginait pour son personnage au moment du scénario. Tournage estival, le film a été tourné à l'été 2024 à Paris ainsi qu'à Trouville en Normandie. L'affaire de la sucette, attention, une véritable affaire. Une scène du film a donné du fil à retordre aux comédiens et à l'équipe. En effet, lors de l'étape de la post-synchronisation, une séquence dans laquelle le personnage d'Amanda Lear suce une sucette choupa-choups a donné des surfroids au réalisateur et à ses collaborateurs, puisqu'ils n'avaient pas le son du bonbon en question. Et quand tu bouffes une sucette, ça fait pas forcément du bruit. La comédienne a ainsi dû revenir en studio pour doubler cette scène et faire le bruit tant recherché. Un exercice qui a pris des heures. Mais quand tu bouffes une sucette, ça fait pas forcément du bruit. C'est quoi ce délire? Je comprends pas. J'ai pas compris là. Occasion manquée, toujours possible, permet à Amanda Lear et Jean-Baptiste Monnier de se donner les répliques. En 2018, tous deux avaient failli jouer ensemble au théâtre dans la pièce Paprika de Pierre Palmade, avant que le rôle qui devait être joué par la comédienne ne soit finalement tenu par Victoria Abril. Ah oui, je me rappelle de cette pièce. Quand ils ont dit Victoria Abril, je me suis rappelé. Allez, on passe au film suivant, Renoir, dont on regarde la bande-annonce. Do you have any plans for your summer break? I have no plan. Look into my eyes. What do you see? あなたは催眠状態に入りました。ねえちょっと。
voilà donc pour ce film. Alors, qu'est-ce qu'on nous en dit? Qu'il a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2025. Retour sur soi pour créer le personnage de Fuki, cette jeune fille en CM2, Chie Ayakawa, dit avoir puisé dans ses propres émotions d'enfance, entre une peur diffuse, la culpabilité, le refuge dans l'imaginaire, l'émerveillement candide face à un tableau. En outre, elle a voulu s'adresser à toutes ces filles qui se sentent seules dans leur famille, comme elle. Saut 80. La réalisatrice a choisi l'année 1987 parce qu'elle avait l'âge de la petite fille du film à cette année-là. Mais c'est aussi et surtout parce que le Japon était à son apogée économique où les entreprises investissaient énormément et la population avait un très fort pouvoir d'achat avant le déclin de ce modèle économique. Qu'on leur envoie François. Parce que eux, le pourcentage de dette par rapport au IB, je crois que c'est plus de 200%. Le bon timing, c'est la maternité, elle est maman de 2 enfants, qui a provoqué un déclic dans la tête de Chie Ayakawa pour marcher sur les traces de son passé et écrire Renoir. Un souvenir d'enfance, le choix du titre vient de la fascination de Chie Ayakawa pour le tableau La Petite Irène de Renoir, au point que son père lui en a offert une reproduction quand elle était petite. Une anecdote qu'elle a d'ailleurs incorporée dans son film. Retrouvailles pour son film, la réalisatrice est entourée à nouveau de collaborateurs internationaux rencontrés sur son précédent long métrage, Plan 75, comme le directeur de la photographie Hideo Urata, basé à Singapour, la monteuse Anne Klotz et le musicien Rémi Boubal, qui sont tous les deux basés à Paris. Premier pas, Yui Suzuki, qui interprète le rôle de Fuki Okita, marque ses premiers pas sur le grand écran après avoir été remarqué dans le moyen-métrage Touch de Kyosuke Takada en 2023. Un précieux acteur, Libby Frankie, qui joue dans Renoir, est également l'un des acteurs phares de Koreeda, avec qui il a tourné dans Tel Père, Tel Fils, Après la tempête, une affaire de famille. Tous des bons films. Ça, Koreeda, valeur sûre. Alors attendez, Plan 75 déjà. Ah oui, celui-ci j'avais bien aimé. Je me rappelle. Et alors attendez, laissez-moi vérifier la durée de celui-ci. 1h59, non, bah pas beaucoup plus en fait. Mais j'avoue que j'ai eu, moi personnellement, alors peut-être parce que c'est que j'ai pas de môme, que voilà, peut-être que ça joue, hein, je ne sais pas. Mais je l'ai trouvé terriblement long ce film. J'ai plus un ressenti de 2h30, 2h45 que de 1h59, 2h quoi. C'est long, pourtant on a l'habitude, on sait que le cinéma japonais peut être lent. Mais là, peut-être qu'il faudrait, un peu comme le film d'Alex Lutz tout à l'heure, s'ouvrir un peu plus aux autres personnages, parce que là, on est centré sur la petite fille. Et finalement, la vie d'une petite fille, c'est pas si extraordinaire que ça. Alors certes, elle découvre plein de choses, elle découvre plein de choses, elle découvre des choses, elle commence à ressentir peut-être certains désirs, mais ça reste des tout petits moments dans la vie d'une petite fille. Et du coup, alors bon, il y a des jolis paysages, c'est bien filmé, mais pour moi, il y a un manque de rythme certain qui fait que je me suis quand même sacrément ennuyé sur ce film. Je suis désolé. Mais après, comme je dis toujours, ce n'est que mon avis. Si jamais vous voyez le film et que vous avez un avis différent, il y a Discord qui est là pour ça. N'hésitez pas à me dire « Ouais, Sylvain, moi je suis pas d'accord. » Et de dire le pourquoi et m'expliquer, parce que après, voilà. Je suis toujours ouvert à la discussion. Allez, un film qu'on vous avait présenté en avant-première cet été dans les cafés du cinéma avec Louis. Il sort ce mercredi 10 septembre, Shaun le mouton, la ferme en folie. On regarde la bande-annonce. Le jour se lève sur la ferme. On célèbre l'arrivée des canetons. Les légumes poussent. Le chien est prêt pour le service. Et les moutons préparent déjà leur prochaine bêtise. Découvrez les aventures de Shaun le mouton par les créateurs de Wallace et Gromit et Chicken Run. Shaun et tous ses amis sèment la zizanie à la ferme.
Mais quand des lamas complètement déjantés débarquent, c'est vraiment la cata. Shaun le Mouton, La ferme en folie, au cinéma le 10 septembre. Et voilà, les studios Hardman qui reviennent en force, qui reviennent pour ces 3 nouveaux épisodes, idéal pour les petits à partir de 3 ans pour leur faire découvrir l'expérience du cinéma. Et en plus, demander aux caisses des cinémas, c'est possible, hein. C'est même fort probable qu'ils aient reçu des petits goodies, des petits cahiers d'activités, des petites affiches à distribuer aux enfants. Donc n'hésitez pas, hein, si j'oublie de vous le donner à l'entrée, demandez-leur de ma part. Allez, on passe au film suivant, un documentaire. On va attaquer 1 ou 2 documentaires. Première classe, on part en Ukraine avec ce film. H.A. Country, Ukraine. Favorite books about space. А на слідучому році української мови ми з вами продовжимо. Привітайтесь. Добрий день. А хто хоче до школи йти? Что до нас? Старый наш класс. Ну да. Скажіть, будь ласка, хто з вас взагалі думав, що ви підете, можливо, в армію? Що ти повинна взяти з собою у свою тривожну валізу? Паспорт, теплу одежу. А що найцінніше для кожного з нас? Життя. А що ти такий сьогодні веселий? Повинні між собою товаришувати або дружити всі люди світу. Voilà donc pour ce film où on se passe effectivement, comme c'est dit dans la bande-annonce, du point de vue des enfants, l'importance, et ça permet de remettre un taquet sur l'importance de l'éducation, qu'il faut que la vie continue malgré la guerre, et surtout l'éducation, voilà, l'éducation, l'esprit critique. Mais bon, après, là c'est en Ukraine, on en a eu passé aussi bien sur Gaza que sur l'Afghanistan ou des choses comme ça, l'importance de l'éducation, de l'esprit critique, et toujours donner aux enfants l'espoir d'un monde meilleur. Allez, on continue sur un documentaire avec I Am the Future. On regarde la bande-annonce. عندي 4 بنات مخطوبين 13 سنة صح मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा कि तुम शादी कर रही हो। हाँ तो कोई प्रॉब्लम है? Moi, je vais dire qu'au fait, étant un noir, que tu n'es pas le bienvenu ici. Yang hidup di situ dari kecil, banyak laler, banyak sampah. Sekarang alhamdulillah udah berubah. जैसी लड़कियों के लिए ठीक नहीं है ये। आपको पता नहीं कैसे हंसती है।
تحكي لنا عن فلسطين ولا لأحفادك؟ بحكي لهم ولا يحكوا لي لا شيء احكي لهم واعمل لهم سمته دنسي. زوجك قد ايه كان عمره؟ كان هو عمره 41. My motto is never give up. Great things take time. Thank you. Oui, tu l'as vu, non loin de là-bas. Une année de plus où tombent les pétales. On s'est rendu triste. One day kita bisa pergi dari lingkungan ini, mungkin pergi ke tempat lebih bagus. Dancing का freedom भी चाहिए और dance से freedom हो सकते हैं. À compter les étoiles. Et maintenant c'est plus pareil. On sait plus trop se parler. Seulement des nuages au loin. Chaque seconde un peu plus floue. Chaque seconde un peu moins fort. Le temps que brûle notre étoile. Tu vois cette beauté. Elle donne l'impression qu'il n'y a rien. Y a une étoile. Voilà, Wayne Pitch qui nous sert encore un magnifique film, comme à peu près tous leurs films. Je discute avec eux régulièrement, ils m'envoient les liens. Ils disent alors, t'as regardé le film? Je dis bah oui. Et alors, il était bien? Bah oui, comme toujours, quoi. Bon, là, je suis un peu plus circonspect parce que on a vraiment une première partie où on est en France, où on accompagne ce jeune, je ne sais plus quelle origine il est, ce jeune Africain qui arrive et qui est dans la galère avec ses papiers. Et on passe ensuite sur ces trois jeunes femmes qu'on voit à l'écran, et où là se pose plus, alors se pose un petit peu la question de rester au pays ou pas, mais vachement moins, et se pose plus la question des droits de la femme, au final. Et donc ça, c'est typiquement le genre de film où j'ai envie de faire des débats, mais quel axe choisir? L'axe de la migration, parce qu'effectivement, il y a cette question de est-ce qu'on reste là, ou est-ce qu'on va voir ailleurs, voir si c'est mieux pour ces trois jeunes femmes. Mais malgré tout, ils ont envie de rester sur place pour que les choses changent. Excusez-moi. Il y a quelqu'un qui n'a pas remarqué que c'était mercredi aujourd'hui. Pour que les choses changent. Et voilà. Et pour moi, dans le film, je l'ai ressenti comme ça. Elles ont plus l'envie de rester sur place pour que les choses changent que vraiment de partir. Attendez, je vais lui dire parce qu'elle n'a pas compris. C'est extraordinaire, hein. Je refuse les appels. Mais non, elle continue d'appeler. Excusez-moi. Voilà. Donc, on va passer à ce qu'on nous dit sur le film. Hop. Voilà. Donc, mon ressenti, c'était celui-ci. La jeunesse et la pauvreté. À l'origine du film, il y a l'expérience du producteur Romain Mailiu comme volontaire dans les bidonvilles de Jakarta en Indonésie pendant 1 an et demi. C'est à la suite de ça qu'il a eu l'idée d'un film qui porterait la voix des jeunes en situation de précarité. Aux 4 coins du monde. En plus, j'ai fait une faute là. Non, c'est bon. I Am the Future a nécessité 8 mois de tournage sur 5 pays différents, France, Inde, Liban, Indonésie et États-Unis. Et le passage à l'ONU, alors je ne vais pas critiquer l'ONU et ses missions, bien au contraire, mais dans le film, je sais pas, je trouve que ça sort du film, alors peut-être qu'il y a un problème de montage,
et qu'au lieu de s'intéresser à chaque personnage d'un bloc et ensuite de s'intéresser à l'ONU, peut-être de mixer un peu le tout, de faire des allers-retours, aurait peut-être rendu le sentiment que j'ai eu un peu moins diffus. Enfin, un peu moins fort. Bonsoir. Il y a pas d'heure. Tant que l'émission est en cours, on n'est pas en retard, on est là. Parle-moi de tes guerres, le documentaire avec comme enjeu principal de redonner la parole et la visibilité aux jeunes sous-représentés dans plusieurs univers politiques, artistiques et artistiques. Parce qu'il y a une différence entre artistique et artistique. Et qui vivent dans un contexte de précarité. En raison de leur pauvreté, ils se retrouvent d'ailleurs peu entendus. Un partenaire de taille, les différents jeunes du film ont été accompagnés par LP4Y, Life Project for Youth Alliance. Il s'agit d'une fédération de 17 organisations dans 14 pays, dont la mission est le développement de solutions innovantes pour l'inclusion l'inclusion professionnelle des jeunes de 15 à 24 ans, issus de l'extrême pauvreté et victimes d'exclusion. Depuis sa création, cette fédération a accompagné 88 000, ça fait beaucoup. Ça a été créé quand? Je ne sais plus. C'est pas dit. Alors, c'est soit 88 870 jeunes adultes, soit 8 870, soit 8 fois 8 000, ce qui fait encore plus. Bon, on ne sait pas. Mais ils ont accompagné pas mal de jeunes adultes. Le motif du rêve, entre documentaire et fiction, I Am the Future a surtout été envisagé par la réalisatrice Rachel Cizinski comme une œuvre mettant en avant le motif du rêve, puisqu'il permet de s'échapper d'une réalité brutale. Ici, le thème du rêve est central, puisque les jeunes filmés par la cinéaste s'autorisent le droit de nier une réalité trop compliquée. Pas que de nier, de lutter aussi contre une réalité trop compliquée. Et je pense que la nuance est importante. Une réalisatrice engagée. En 2020, Rachel Cizinski s'est retrouvée confinée à Calcutta en Inde au plus fort de la pandémie de Covid-19. Aïe aïe aïe. Elle était alors volontaire pour LP4Y et a notamment aidé des jeunes sortis de prison, des individus en situation de handicap ou encore des jeunes mères isolées. Des personnes qui ont ensuite été formées à l'entrepreneuriat et qui ont pu accéder à une formation en informatique et en anglais grâce à l'association. Voilà. Donc comme ça, vous savez tout, aussi bien mon ressenti que ce que le distributeur nous dit sur le film. Allez, un autre documentaire, Wilding, Retour à la nature sauvage. Je vais pas vous mentir, un film qui m'a un petit peu énervé quand même. On regarde la bande-annonce. La première chose que ton père a dit, c'est « Tu ne feras jamais d'agriculture sur ce terrain. C'est impossible. C'est un désert biologique en puissance. » Il n'y avait plus d'autre option que de prendre une décision à l'opposé. Est-ce que ce groupe hétéroclite d'animaux transformerait la Terre qui a été complètement appauvrie? Hello. Nous avions besoin de voir que quelque chose allait se produire. Soudainement, tout semblait différent. Tout a commencé à changer. La Terre redevenait vivante. C'était extraordinaire. Tout le paysage a recommencé à respirer. On pouvait l'entendre. C'est merveilleux. C'est comme un conte de fées. Dès que les conditions sont réunies, ces espèces viennent vous trouver. Et les miracles se réalisent. Voilà. Et là, je suppose que vous vous dites, mais pourquoi ça l'a énervé, ce film?
c'est bien, c'est un beau projet, tout. Certes, c'est un très beau projet. Mais c'est pas n'importe qui, à mon humble avis, qui peut se permettre de passer, parce que là, le projet dure, je suis pas loin du 10-15 ans, quelque chose comme ça, à pas rentrer d'argent parce qu'il laisse le temps au temps et il laisse le temps à la Terre de revenir en amenant des animaux qui étaient dans la faune originale, en replantant de la faune qui était dans la faune originale. Et vraiment, il recrée, il crée pour que tout se passe au mieux. Ça leur prend 15 ans de leur vie, mais moi, le problème que j'ai, c'est que c'est pas n'importe qui peut dépenser pour faire revenir la Terre à son état original sans avoir de rentrée d'argent, aucunement. Et il y a un moment où, effectivement, on le voit très peu dans la bande-annonce. On le voit assez tard dans le film, parce que moi, je me posais la question, je me disais, mais comment ils font pour vivre, ces gens-là? Parce que c'est bien beau, ils disent, on dépense, on achète, on fait replanter, machin. Et bon, alors, c'est pas Downton Abbey, mais c'est quand même pas n'importe qui non plus. On est quand même dans une certaine caste sociale anglaise qui doit avoir les moyens de se permettre ça et qui a certainement d'autres sources de revenus que l'agriculture. Parce que le château à l'intérieur, il est nickel. Certes, il y a un petit peu de lierre là sur les murs, mais à l'intérieur, le château est nickel. Il n'y a pas de fuite, il y a pas, enfin, c'est pas un château à l'abandon qu'ils ont récupéré comme ça. Hein. Et là, tu te dis, ah oui, ok, non mais, excusez-moi. Donc, le projet est beau, mais bah, c'est pas un projet qui est portable par tout le monde, quoi. Et les agriculteurs qui sont enfermés dans l'utilisation de pesticides, bah, c'est pas ce film qui va leur donner une solution pour en sortir, je suis désolé. Voilà. C'était un peu mon coup de gueule de la soirée. Ah, bien qu'il y en ait un. Voilà, allez, on passe à un dernier documentaire. Il me semble, à la poursuite d'Edward Jones. On regarde la bande-annonce. Long before there was a state lottery, there was this illegal numbers game called Policy, controlled by black men called Policy Kings. They made about $110, $115 million, which was equivalent to about $1 billion then. Policy was an economic arm of the black community. When the feds went after the Jones brothers, it really didn't have anything to do with gambling. Ed Jones had a lot to do with the shift from Republican to Democrat. This was really a move by the government designed to get this black man out of power and out of influence. Capone used the gun to get what he wanted. Ed Jones used the gun to protect what he had. My father was never a gangster. Maybe he was a gangster. This takeover probably couldn't happen without political blessing. It's just so important to understand your history, because if you know where you come from, that helps you get where you're going. Ok, je ne connaissais pas du tout ce personnage, mais ça a l'air hyper intéressant comme film. Ça a l'air hyper intéressant comme film. Et mesdames et messieurs, nous arrivons à un instant attendu par beaucoup, l'instant Bollywood.
avec un premier film, alors que Petit Goéland m'informe de la mise en stock d'un nouveau t-shirt, je peux pas, j'ai manif. Un premier film, Mirai. Alors, ne confondez pas, parce qu'il y a aussi un Mirai, ma petite sœur, qui est une animation japonaise de Mamoru Osada. Très très beau film, où il y a beaucoup de réflexion dedans, il y a plusieurs niveaux de lecture, et en particulier la question de savoir qui a été le premier à subir l'invasion, la perte du centre d'attention. Cette question-là est importante dans le film. Mirai, on regarde la bande-annonce. Là, il n'y a pas de chien, je sais pas, mais l'histoire du chien n'est pas la plus importante. Hein. आने वाला है एक महासंग्राम अंत होने वाला है अशोक का आशय कलयुग में जन्मी कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती ऐसे ही पत्थर थे प्रोफेसर जिनसे बचपन में मुझे मारा गया था Now it's my turn! ये महावीर लामा इस धरती पर करने वाला दस्तखत है क्या इस विनाश को रोकने का रास्ता ही नहीं है इस बार रास्ता भगवान नहीं धर्म के लिए लड़ा हुआ दिव्य अस्त्र दिखाएगा वही है मिराई तुम एक योद्धा हो ऐसा योद्धा जो खुद नहीं जानता वो कौन है जवाब के लिए बाहर नहीं अंदर खोजो 9 books 100 questions one stick big adventure Voilà donc pour Mirai. Et on finit avec ce dernier film, Arabir Gulal. On regarde la bande-annonce. Attendez, je mets les sous-titres. Tac, non, oui, c'était pas ça, c'était ça. और अब हमारे साथ है मिस्टर अबीर सिंह इस साल के कंपटीशन में ये जो लव इज ब्लाइंड वाला एंगल है वो आपका है Well, they say love is blind. Then I feel love starts in the stomach. Isn't it true that when you fall in love, you feel butterflies? So I'm here with my eyes closed and my heart and stomach open, looking for my butterfly. सारी 2 सगाइयां टूट चुकी हैं। मुश्किल से ही सगाई हुई है कि लंदन जाने का, शेफ की नौकरी करने का शौक छोड़ दे। क्या फर्क पड़ता है? अरे पापा कितने शौक छोड़ाओगे आप मेरे आज कोई फिक्र नहीं ना जिम्मेदारी है हंगामे करने की अपनी तैयारी है खलबलियां मच गई 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 हाँ नच गई नच गई नच गई अब एक काम करो, कैन ब्रिटन डांस पे जाओ, नाचो, सब तुम्हारे साथ मिलकर नाचेंगे। थैंक यू आई गेस सबकी लाइफ में एक ऐसा शहर एक ऐसा दोस्त होना बहुत जरूरी है जो आपको महसूस कराए कि आप पॉसिबल हो
लाख सितारों की एक थी दुआ दिल पे तभी तो जोर न चला खुदा इश्क रे और ऐसे इश्क होते होते हो गया खुदा इश्क होते होते हो गया तुम तो यार सीक्रेट्स की चैंपियन निकले इतना कुछ छुपा रखा है दो किनारे ढूंढे दर्दों के मारे ऐसा नहीं है कम से कम खुद से झूठ मत बोलो जिंदगी में इश्क भी ना आपको एक अजीब सा मौका देता है Get to truly know yourself. अगर इश्क नहीं होता ना सपने पूरे होके भी अधूरे ही रह जाते यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 3 है हाँ ना तुम्हारे IQ से थोड़ा सा ज्यादा मेरी बारी मेरी धड़कन चल रही है Et ben voilà, et au final, moi je remarque de plus en plus que c'est dans les films réalisés par la diaspora indienne en Angleterre qu'on retrouve ce qu'on cherchait, nous, au début, dans les films comme ça, quoi. Dans les films de Bollywood. Je trouve ça assez original, somme toute. Bien, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette émission. J'espère qu'il y a des films qui vous ont plu. Chez qui je vous envoie? Je vais vous envoyer, tiens, bah, on va rester un peu dans le thème du cinéma, mais cinéma et jeux vidéo. Je vais vous envoyer chez quelqu'un qui fait du RP sur GTA. Donc laissez-le rester au moins le temps du raid, vous dites bonjour, puis vous pouvez y aller après. Hop, Foxeo, je vous envoie chez lui. Bonne soirée Ponyman Grog, bonne soirée Michel, bonne soirée Master, merci de votre présence. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. J'ai pas lancé le raid. Pour de nouvelles aventures, et donc à très bientôt.